Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, le procès des journalistes d'Al Jazeera ajourné au 25 mars en Égypte. L'audience a déjà été reportée à 2 reprises en raison de l'absence de 2 témoins. Le continent est en panne d'électricité. 70% des Africains n'en disposent toujours pas. La Côte d'Ivoire n'est pas en reste mais se mobilise afin d'inverser la tendance. Nous verrons les moyens mobilisés pour remédier à ce fléau. Au Nigeria, des artistes multiplient les messages de paix à quelques jours des prochaines élections générales. Nous verrons l'exemple de Victor Eyi Kamenor, un artiste plasticien à l'origine de la campagne votée avec de l'encre, pas du sang. Je vous le disais en titre, ajournement du procès des journalistes d'Al Jazeera. Un tribunal égyptien l'a ajourné au 25 mars prochain. Ils sont accusés de soutenir l'opposition islamiste du Caire dans une affaire qui avait déclenché un tollé international. Plus de précisions avec Kekeli Afeto et Ibrahim Ndiaye. Un tribunal égyptien reporte au 25 mars le procès des 3 journalistes d'Al Jazeera accusés de soutenir l'opposition islamiste du Caire. Arrêtés en décembre 2013, Peter Grest, Mohamed Fahmy et Baher Mohamed sont accusés d'avoir falsifié des informations pour soutenir les frères musulmans. Une affaire qui atteste du refroidissement des relations entre l'Égypte et le Qatar. Cela montre que les autorités égyptiennes tentent de mettre en question les façons de la couverture de la chaîne Al Jazeera en Égypte, car il y a beaucoup de désaccords entre les autorités et cette chaîne d'information. Et puis, ces derniers temps, on voit bien que le cas de ces journalistes quitte un petit peu le champ juridique pour se placer sur le terrain politique. Les 3 journalistes avaient écopé en juin 2014 de 7 à 10 ans de prison, des condamnations annulées en janvier 2015 par la Cour de cassation qui a ordonné un nouveau procès. Pour les spécialistes, la réouverture de ce procès est un moyen de mettre la pression sur les autorités qataries. Cela montre à quel point le régime politique en Égypte tente de trouver au fond un issue juridique à un problème politique. Dans ce cas, le cas des journalistes d'Al Jazeera en Égypte sont un outil d'usage juridique et politique, notamment entre les mains du Caire pour faire pression via Al Jazeera sur les autorités qataries et Sordoa dans sa position, notamment politique et économique, envers l'Égypte. Des organisations de défense des droits de l'homme et le groupe de presse Al Jazeera n'ont cessé de dénoncer la dimension politique de l'affaire. Le régime du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi reprochait en effet au Qatar et à la chaîne qatari de soutenir les frères musulmans. Michaël Jean, attendu ce dimanche à Conakry, la secrétaire générale de la francophonie effectuera une visite en Guinée du 22 au 24 mars. Lors de son séjour, elle s'entretiendra avec le président de la République, Alpha Condé, des acteurs politiques guinéens, mais aussi des représentants de la communauté internationale. Elle aura aussi l'occasion de visiter un centre de traitement du virus Ebola afin de rendre hommage au personnel soignant. Réduire le déficit énergétique est devenu un grand défi pour l'ensemble des pays africains. Les gouvernements mettent en place des réformes afin d'adopter des nouvelles politiques énergétiques. C'est notamment le cas de la Côte d'Ivoire, comme nous l'explique Kessie Webi-Martel. La Côte d'Ivoire vise une croissance à 2 chiffres pour 2015. Les défis restent pourtant de taille et parmi eux figure la réduction du déficit énergétique. Le pays dispose aujourd'hui d'une capacité de 1300 MW installée et entend doubler cette capacité à l'horizon 2020. Producteur d'énergie électrique incontournable en Afrique de l'Ouest, notamment grâce à son interconnexion au Burkina Faso et au Mali, les Ivoiriens, tout comme de nombreux Africains, sont confrontés au délestage. Plusieurs facteurs expliquent cette situation. Il faut savoir que le problème des délestages en Afrique a plusieurs origines. Pour que l'électricité parvienne aux clients, il faut qu'il y ait une production, donc des infrastructures de production, des infrastructures de transport pour amener cette production de masse vers les villes, vers les centres, les pôles d'utilisation, puis des réseaux de distribution. Et selon les régions, les problèmes ne sont pas tout à fait les mêmes. Dans la planification des ouvrages à moyen terme, la priorité est désormais donnée aux ouvrages hydrauliques qui, en plus de présenter des coûts de production plus bas, devraient permettre d'équilibrer le mix énergétique. L'électricité est un bien qui participe à la compétitivité.
mais aussi l'électricité a un coût. Il faut que le coût soit couvert par le prix qui est fait. Et le gouvernement veille à ce que le prix soit compétitif, mais couvre les coûts d'investissement et d'exploitation. Le gouvernement, en tout cas en Côte d'Ivoire, s'engage à améliorer le mix énergétique. C'est quoi? Lorsque vous avez des barrages hydrauliques, l'énergie est produite avec de l'eau qui nous vient, je dirais, du ciel. Et vous avez des centrales thermiques qui sont produites avec de l'énergie fossile, qui sont issues soit du gaz naturel, soit du fuel, du combustible liquide. Ce n'est pas le même prix. La Côte d'Ivoire ambitionne de devenir un pays émergent à l'horizon 2020. De nombreux chantiers vont entraîner un besoin accru en électricité. Le gouvernement vise une puissance installée de 2000 MW en 2015 et de 4000 MW d'ici 5 ans. Au Bénin, le port de casque est obligatoire pour les motocyclistes depuis le mois d'août 2014. Cette mesure de sécurité routière a rencontré un franc succès dès sa mise en application. Dans leur ensemble, les populations locales la respectent, comme nous le montre Lefty Ounou. Le port de casque devient une obligation au Bénin avec l'arrêté 2011 numéro 2 0321 instauré par le préfet des départements de l'Atlantique et du littoral, Placide Azandi. Depuis le samedi 2 août 2014, l'obligation du port de casque pour les engins 2 roues et leurs passagers est rentrée en vigueur dans les principales villes des départements de l'Atlantique et du littoral. Une mesure de sécurité qui au départ a suscité des mécontentements et des remous. À présent, elle est acceptée par tous. Nous avions demandé en ce moment-là de nous laisser sensibiliser nos clients pendant un temps avant qu'on ne commence par réprimer. Aujourd'hui, grand merci que nos clients sont laissés et nous les transportons sans casque. Mais nous-mêmes, nous devons porter le casque car c'était une bonne chose. Aujourd'hui, le port de casque constitue un réflexe pour tout citoyen qui roule les engins 2 roues. Le casque protège la tête et sauve la vie. Non seulement ça permet de protéger la vie, mais il y a des petites nécessités que le casque nous permet de nous protéger contre. Les structures de sécurité routière s'engagent aux côtés du gouvernement pour l'application rigoureuse de cette mesure. C'est une occasion pour elles de multiplier la sensibilisation afin de sauver des vies. On veut apprendre tout le monde à porter le casque. Et après ça, maintenant, on va passer maintenant à la phase qualité. Le bilan des cas d'accidents et de morts en circulation a considérablement diminué au cours de l'année 2014. La promotion du port de casque et le reversement des 2 roues sur leur couloir de circulation sont à la base de cette réduction de cas d'accidents et de morts en circulation dans la capitale économique du Bénin. L'art utilisé comme vecteur de paix au Nigeria. À quelques jours de la tenue des élections générales du 28 mars, des artistes appellent à des scrutins apaisés et transparents. C'est le cas de l'artiste plasticien Victor Eikamenor qui a lancé la campagne « Voter avec de l'encre, pas le sang ». Idelette Mirabel-Bissou. Dans l'espoir de véhiculer un message de paix à quelques jours des prochaines élections générales au Nigeria, l'artiste nigérian Victor Eikamenor a initié la campagne artistique « Voter avec de l'encre, pas le sang ». Les élections de 2011 ont fait près de 800 morts et 65 déplacés. Avec les attaques de Boko Haram dans le nord du pays, la sécurité se renforce davantage dans les États. À chaque nouvelle élection, que les candidats soient anciens ou nouveaux, c'est à chaque fois un recommencement. C'est presque comme un nouveau départ. Donc dans ce projet « Voter avec l'encre, pas le sang », il est question de paix. Et c'est ma prière pour la paix au Nigeria. Cette campagne artistique invite à la paix dans le pays en cette période électorale. C'est dans son studio que Victor crée ses dernières œuvres, notamment sa collection colorée d'encre sur toile qui donne du sens à la campagne « Voter avec de l'encre, pas le sang », actuellement en cours sur le net. Engagé, l'artiste veut sensibiliser pour des élections libres et transparentes. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Le Nigeria est un pays en construction. Je veux dire que le Nigeria s'est imposé comme une puissance dans l'espace économique africain. Nous étions tous soulagés de voir plus d'investissements étrangers et la montée du cours du pétrole ces 9 dernières années. Mais il y a d'autres domaines tels que la paix, s'ils sont pris en compte, auront une incidence positive sur le secteur du pétrole.
Avec plus de 14 ans d'expérience dans l'art, Victor Eyikamenor est un artiste engagé qui veut participer à l'écriture de l'histoire politique et artistique de son pays, le Nigeria. Eyikamenor a organisé de nombreuses expositions à succès au Nigeria, aux États-Unis et en Europe. Il utilise l'art comme tremplin pour appeler à des élections apaisées et transparentes au Nigeria. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. À retrouver dans un instant une nouvelle édition du QG Week-end sur Africa 24.